Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live, nouvelle interview aujourd'hui. C'est la troisième de la série. On avait fait les deux premières sur YouTube. La première avec Crypto Farmer, la deuxième avec Token Invaders. Aujourd'hui, c'est la troisième. On l'a fait sur Twitch. Pour ceux qui ne pourraient pas y assister entièrement durant le live, on mettra évidemment la rediffusion sur YouTube, probablement juste après la fin de l'interview, donc ce soir. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir pour cette troisième interview Captain Trading. Vous le connaissez probablement déjà. Il a une chaîne YouTube, il parle de trading, il parle d'options. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'il réponde à mes différentes questions. On va pas mal insister sur la partie trading options, vous allez le voir, pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur lui. Captain, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter. Du coup, Avec bonsoir à tous. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, je vais te poser un certain nombre de questions, un peu comme j'ai pu le faire avec les précédentes interviews. Donc ça va se décomposer en plusieurs parties. La première partie, introduction, où on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu faisais avant d'être trader, avant d'être sur YouTube, comment tu as découvert les cryptos, etc. Ensuite, on attaquera directement les trois grosses parties de l'interview. La première, c'est ta méthode d'investissement sans forcément rentrer dans le détail. Je sais que tu fais un petit peu de trading actif, mais aussi des options. Donc, essayer de savoir un petit peu quelle est ton approche des marchés. On va également aussi voir si tu es dans la DeFi, NFT, Buy and Hold, DCA, etc. Deuxième partie, on parlera des options. Donc, les options, c'est probablement un outil assez peu connu, en tout cas assez peu répandu dans le marché francophone, et que justement, tu vas nous faire l'honneur de présenter. Donc, qu'est-ce qu'une option? Qu'est-ce qu'un call? Qu'est-ce qu'un put? Et également ta méthode d'intervention sur les options, où là, on va d'ailleurs un petit peu plus échanger. Ça sera même plus à ce moment-là un dialogue qu'une interview, parce que moi aussi, je suis dans les options, mais on a remarqué qu'on avait une approche des options qui est quand même complètement opposée, mais qui est en même temps très complémentaire. Et enfin, dernière partie, on parlera des blockchains, des projets, quels sont tes blockchains préférés, tes projets préférés, etc., etc. Donc voilà pour les trois grosses parties. On va tout de suite commencer avec la partie introduction. Donc question toute simple, qui es-tu? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être trader? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être sur YouTube? Et comment finalement est né aujourd'hui le Captain comme le connaissent les gens sur YouTube? Alors, écoute, moi j'ai 30 ans. J'ai fêté mes 30 bougies il y a pas si longtemps que ça. Enfin, presque un an déjà. En vrai, ça passe vite. Ouais, en mai, ça y est, j'ai 31 en mai. Du coup, ça fait depuis 2017 que je suis dans les cryptos. J'ai découvert le bitcoin, en fait, avant, le franchissement de la barre des 10 000 $. Avant ça, j'ai fait plein de choses. J'ai été, intermittent du spectacle, j'ai été, sales, j'ai travaillé en tant que commercial. Bref, j'ai eu plein de boulot, j'ai fait un peu de peinture aussi et on va dire que, réellement tout a commencé quand j'ai eu un accident et je me suis brisé les 2 chevilles. En gros, je suis tombé de 6 mètres de haut, en 2018, juste à la fin, du bull market en gros, plus ou moins. Et j'avais déjà été, on va dire, aspiré par cet univers. Vraiment, une fois que j'ai découvert le bitcoin, j'ai lancé des recherches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment, à ce moment-là, quand je me suis cassé les 2 chevilles, je suis resté alité pendant, presque 4 mois à l'hôpital et je savais que j'allais pas retrouver, on va dire, un rythme de vie, normal. C'est là où je me suis vraiment lancé comme un dingue, dans l'apprentissage du trading et surtout, en fait, dans l'apprentissage de ces cryptos, et cetera. Où là, vraiment, je me suis mis à fond dedans et depuis, j'ai pas lâché quasiment un jour depuis. Et comment tu as entendu parler des crypto-monnaies pour la première fois avant que tu te mettes justement à fond dessus? Est-ce que c'est via une connaissance? Est-ce que c'est en regardant la télé? Alors, en fait, c'est, un pote qui m'en parle, un camarade qui est du coup a passé le bac avec moi, qui me dit, donc enfin, c'était pas à l'époque du bac, hein, mais c'était un ancien camarade de classe qui me dit: «Voilà, il y a un truc qui s'appelle le bitcoin, c'est un truc de dingue, c'est passé de 100 $ à 1 000 $, machin, ça c'est une révolution» et en fait, moi, tout ce qui est un peu atypique, ça me plaît déjà. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé à investir et en fait, forcément, vu que ça a explosé juste après, je me suis senti, un peu génie donc c'est comme ça un peu que je me suis fait attraper par, piquer par la bête.
Donc finalement, tu as commencé directement avec les cryptos, tu fais pas du tout de finances traditionnelles par hasard? Alors en fait, j'avais eu une 1re expérience quelques années avant avec du forex, mais globalement voilà, enfin j'y comprenais rien en fait. J'avais suivi une vidéo qui semblait que c'était facile, je m'étais fait éclater et du coup en fait, non, ça m'avait pas plu à ce moment-là en fait. C'est vraiment le bitcoin, la crypto, qui m'a vraiment lancé dans le trading à fond. D'accord, donc en fait, finalement, tu as toujours eu un petit peu cette fibre, de finance, de t'intéresser au marché via le forex et sauf que, bah, tu as jamais vraiment eu l'occasion de t'y mettre à temps plein et le fait, d'avoir eu 4 mois de «disponible» entre guillemets, t'a permis d'être en plein dedans et de vraiment creuser ça à fond. C'est ça. En fait, j'ai essayé plus tard de faire des études, quand j'avais 24 ans. Du coup, j'avais fait un bachelor en management et il y avait de la finance dedans et c'est vrai que, par exemple, c'était ma matière préférée, la finance et en fait, je pense que toujours j'ai été attiré par cette matière et en fait, du coup, les 4 mois ont été que le début du processus. C'est-à-dire qu'après, finalement, j'ai eu quand même 10 opérations derrière avec pas mal de réhabilitation et du coup, franchement, c'était pendant, ouais, 3-4 ans où vraiment j'ai fait que ça pour me former et étudier un maximum le marché, en fait. Ça marche. Bah, écoute, on va pouvoir, passer à la prochaine étape. Alors, je vois que certains te connaissent déjà sur le chat. C'est Jérémy qui dit, que tu lui as appris tellement de choses qu'il t'en suit, super reconnaissant qu'il t'en est, pardon, super reconnaissant. Donc visiblement, certains te connaissent déjà ici. Alors, on va attaquer avec la première partie, méthode d'investissement. Globalement, si tu devais résumer aujourd'hui ta méthode d'investissement dans les cryptos, comment tu la définirais? Est-ce que c'est plus du day trading, du swing trading, de l'investissement long terme? Est-ce que tu passes 10 heures par jour devant les graphiques ou plutôt 2 heures par semaine? Est-ce que tu fais, uniquement des achats ou est-ce que tu fais également des shorts? Comment tu résumerais, on va dire ta méthode en tant que enfin le pro quel est ton profil de trader? Alors, en vrai, je discerne complètement la partie investissement, du coup, que j'estime être une partie, voilà, de revenus, que je toucherai dans quelques années. Où derrière, j'essaye d'être un peu actif dessus, mais c'est, globalement, plutôt que d'avoir, on va dire, de l'argent à la banque, je l'ai dans certains investissements et en fait, j'ai un autre capital qui est entièrement dédié au trading. Alors, j'ai, toujours eu des préférences pour le day trading, entre parenthèses, l'intraday, donc de généralement clôturer mon trade généralement avant d'aller me coucher. Et finalement, en fait, quand le bull run de 2021 de 2020-2021 est arrivé, ça a un peu chamboulé un peu cette décision, dans le sens où ça a explosé tellement fort que je me rendais bien compte que, juste faire du day trading n'était pas utile. On pouvait largement commencer à faire du swing. Donc, c'est là où j'ai commencé en 2021, ou fin 2020, début 2021, à expérimenter, on va dire, de tenir des positions bien plus longtemps. Et là, j'ai commencé un peu à rentrer dans le domaine du swing trading, donc de rester des positions pendant 3, 4, 5 jours, une semaine. Et maintenant qu'on revient dans un marché un peu plus primitif, voilà, plus volatile et pas très certain, je préfère du coup me focaliser, on va dire, sur des positions de 1 journée maximum, généralement, ou peut-être 2 et plus, on le verra plus tard dans le live, aussi combiné de temps en temps avec certains petits coups options. Mais globalement, c'est ça. Investissement d'un côté, donc là, on peut parler de mes stratégies d'investissement, quel coin ou comment je choisis, on va dire, mes investissements et sinon la partie du coup, qui est, relative au day trading et dans les conditions sont bonnes, au swing trading. D'accord, donc en gros, 2 parties, une partie, trading actif, une partie investissement. Donc la partie investissement, c'est plus du buy and hold long terme où tu vas commencer à toucher dessus, dans quelques années et la partie trading actif, là, donc tu as un peu de trading, on va dire, classique et également du trading d'options, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. En fait, c'est, 3 stacks différents, bien que l'option, puisse se combiner avec celui du trading, en fait. Mmh mh mh. Et en fait, ce que je fais généralement, c'est que les gains, les éventuels gains, hein, on ne peut pas toujours être gagnant, mais si on est gagnant, les éventuels gains, j'essaye, 1 de me payer, 2 de les mettre, on va dire, dans la partie investissement. C'est un peu comme ça que je procède. Du coup, en D'accord. fait, chaque mois, en fonction du bilan, j'envoie un petit peu vers l'investissement.
La partie investissement, c'est du buy and hold, tu revends pas, tu rachètes pas. C'est vraiment juste, tu mets dessus, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors en fait, c'est encore complexe, dans le sens où, rien de ce que je fais est complètement facile. Mais en gros, par exemple, pour tout ce qui est du buy and hold relatif à l'Ethereum, par exemple, je suis un peu actif dessus. C'est-à-dire que derrière, si je vois que ça peut chambouler, je peux éventuellement me protéger cette partie investissement, on va dire, avec des put options. En revanche, il y a certains coins, des petits low cap ou des choses comme ça où je fais un pari sur plusieurs années. Dans ces cas-là, je suis pas forcément actif, donc oui, c'est une sorte de buy and hold. En revanche, ce qui fait partie de l'investissement, on va dire sur des coins top 5 en market cap, là, dans ces cas-là, j'essaye d'être un peu actif et pas juste de regarder le marché dégringoler. Et Mmh. dans ces cas-là, si vraiment il y a une belle chute, et que je suis bien couvert, dans ces cas-là, éventuellement, l'argent que j'ai gagné grâce aux options, je peux le répercuter sur mon portefeuille investissement pour du coup augmenter le capital du coin en question. OK, ouais, bah, ça a clairement du sens. En termes de pourcentage, tu penses que ta partie investissement, elle représente à peu près combien par rapport à ta partie trading? 20%, Donc en gros, tu aurais 20, en investissement, 80 en, trading. c'est ça. D'accord, ça marche et donc là, tu as, dit que tu faisais également un petit peu donc de buy and hold sur les petites, les petites, alts et est-ce que tu fais du DCA? Hormis le fait que tous les mois, tu remets de l'argent que tu as gagné, est-ce qu'en plus tu apportes de l'argent ou c'est toujours le même montant ou ça varie tout le temps? Alors ouais, j'aime bien cette méthode du DCA, dans le sens où c'est pas prise de tête, c'est accessible. Et dans le sens où aussi, où on a vu, quand il y a un bull run, qui se déclare, on voit bien que finalement avoir un DCA, ça a été, extrêmement profitable. Alors oui, j'ai une sorte de DCA, on va dire peut-être, un peu plus optimisé que c'était que du temporel, on va dire chaque semaine. Mais globalement oui, pour les investissements que je souhaite faire, je me prends pas trop non plus la tête parce que plus je me prends la tête, plus c'est complexe, donc plus, finalement j'enlève mes chances de m'investir. Donc, dans ces cas-là, voilà, je profite de certains moments et dans ces cas-là, je renfloue, on va dire, mon stack sur les choses qui m'intéressent. OK. Alors, donc là, on a parlé un petit peu du long terme par rapport au buy and hold, le DCA et par rapport au court terme, tu évoquais que tu prenais des positions sur une journée. En moyenne, tes positions durent combien de temps? Combien tu en prends, par jour ou par semaine? Et combien de temps tu passes aussi sur les cryptos, par jour ou par semaine? Alors c'est une bonne question parce que je pense que c'est un peu aléatoire. Bon, généralement, je passe du temps. Il faut le savoir que, c'est actuellement mon métier, et donc finalement, je passe une bonne partie de mes journées sur les graphiques, mais pas forcément de façon trop chronophage. J'essaie de faire en sorte que si j'ai une opportunité, si je regarde et qu'il y a quelque chose qui me parle, j'essaie tout simplement de dessiner un plan et de le laisser se mettre en place et derrière de pas être trop actif dessus. En tout cas, j'ai arrêter, on va dire, ou j'essaye d'arrêter d'être, beaucoup trop présent, parce que derrière, j'ai remarqué que c'était pas forcément efficace et que de temps en temps, si je laissais un plan se dérouler parfaitement, finalement, mon intervention n'avait pas forcément tant de sens que ça. Donc en gros, généralement, mes setups préférés, on va dire, durent 4 heures, 5 heures en fonction du marché et voilà. Et derrière, en fait, ce que j'essaye de faire aussi, c'est que si j'ai un, 2 setups qui ont bien fonctionné, je sors. Parce que, de nombreuses fois, finalement, j'ai rendu de l'argent, en fin de journée juste pour essayer de trader. Et voilà et du coup, en fait, finalement, j'essaye de voilà, de faire en sorte, finalement, de travailler beaucoup la partie management du trading, plutôt que, de travailler la méthode ou le temps passé. Je pense que je passe assez de temps et je pense que la méthode, je l'ai. Donc c'est plus la partie management que je peux optimiser et que j'essaye d'optimiser, en tout cas cette année. D'accord. Donc ouais, des positions qui durent en moyenne 4 heures, donc c'est-à-dire que tu es plutôt sur une unité de temps type, 15 minutes, 30 minutes? C'est ça, en fait, j'ai, quand même une unité de temps, par an, on va dire l'unité de temps maîtresse, 4 heures et après je zoome sur 1 heure et 1 heure, je passe, à un zoom aussi 15 minutes et cetera. D'accord.
OK, ça marche. Alors avant de passer à la partie sur les options, on l'a vu en 2020-2021, il y a eu pas mal d'autres, secteurs qui ont explosé. Enfin, les options d'ailleurs n'ont même pas, en réalité encore explosé. On avait la DeFi, on avait, les NFT, le métavers et cetera. Est-ce que toi, tu touches à ça? Tu investis dedans? Est-ce que, par exemple, le farming, c'était un petit peu à la mode début 2021. Est-ce que toi, tu as déjà fait du farming? C'est quelque chose que tu fais toujours aujourd'hui ou pas du tout? Alors, j'ai mis, mes pieds dedans, hein, forcément. J'ai quand même remarqué tout de même que c'est quelque chose qui demande, une implication importante pour être dans les bons plans, pour suivre et du coup, on va dire, que bien que je sois placé dans quelques coups farming, c'est pas ma spécialité. Faut le savoir, j'ai fait des rendements intéressants sur quelques trucs, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui demande une implication 100%. Ou qui a demandé, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui a demandé une implication ou une spécialité, je pense. Parce que moi, même si j'essaye un peu d'être sur plusieurs fronts, je vois bien que je peux pas passer trop de temps à chercher les meilleures opportunités farming et finalement, je dégage quand même des rendements assez, conséquents en trading pour derrière chercher des rendements farming, en termes de gains, de temps et cetera. Je sais pas si réellement c'est pour moi. Après le Et NFT, ouais, ouais, non, dis-moi, je dis-moi? t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Non, après le NFT, je dois dire que je suis un très mauvais investisseur NFT. J'ai acheté plusieurs trucs qui valent plus grand chose actuellement. Donc pareil, je pense qu'on a tous, des spécialités. On a tous, du feeling pour certains, domaines d'activité et c'est vrai que je pense que le mon truc à moi, c'est le trading et pas trop les choses annexes. OK, ça marche. Alors, dernière question avant de passer à la partie, qui nous intéresse le plus sur les options. Donc dernière question, c'est par rapport à ton bilan, sur les années depuis que tu as commencé à être à fond sur les cryptos en trading. Donc principalement, quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont les erreurs que tu as faites? Les erreurs que, tu pourrais les plus grosses erreurs, on va dire, si tu en as 2-3 que tu as en tête pour éviter à ceux qui nous écoutent de les faire? Et également, quelle a été ton année, enfin ton bilan sur l'année 2021? Est-ce que tu as eu, pas mal de gains, plutôt des pertes, c'était mitigé, Mmh. c'était neutre? Et les perspectives pour, 2022, comment tu sens, cette année-là par rapport à ton trading? Alors je pense que, du coup, ces quelques années ont pour moi été, les plus enrichissantes de ma vie, dans le sens où finalement, j'ai trouvé réellement, un domaine d'activité sur lequel je peux, vivre pleinement. C'est-à-dire que je me sens bien, je sais que c'est pour moi, ça m'a permis de m'intéresser, à la psychologie, à la finance, à plein de domaines et donc du coup, c'est vrai que pour moi, ça a été, extrêmement riche, en apprentissage. Alors j'ai beaucoup galéré au début dans le sens où, j'ai gagné beaucoup au bull run de 2017, dans le sens où j'avais mis, 10 000 plus ou moins 10 000 € à cette époque et j'étais même monté à fois 10 donc presque à 100 000 à un moment donné et en fait, j'ai quasi perdu la totalité de ce montant en 2018 donc forcément, ça m'a fait très mal. Je ne sais pas si ça arrivait à certains d'entre vous ou si ça arrivait à toi peut-être, mais voilà, avoir cet argent, l'avoir eu dans ses mains et le perdre, c'est excessivement frustrant, mais en tout cas, ça m'a donné la niaque de vraiment me pencher sur le sujet, de me dire: «OK, l'argent, je l'ai eu, comment faire pour l'avoir à nouveau?» et du coup, finalement, je me suis focalisé à fond, fond, fond sur l'apprentissage. Alors évidemment, quand on apprend le domaine, c'est pas une courbe en ligne droite exponentielle. C'est-à-dire qu'on fait des hauts, des bas dans l'apprentissage. Il y a des moments où on a envie de tout arrêter et c'est vrai qu'en 2020, j'ai commencé à avoir une approche bien plus pro, des méthodes bien plus claires, bien définies et évidemment le bull run, que j'ai pas forcément vu venir dans le sens où, j'ai passé tellement de temps dans un marché baissier avec un range interminable, peu de volatilité que réellement, après 3 ans, finalement, plus personne parlait de crypto. C'était complètement has-been de parler, crypto. Enfin, personne nous écoutait. Et d'un coup, finalement, waouh, le marché part. C'est la folie complète. Et là, c'est vrai que ça a vraiment changé, on va dire, mon destin financièrement, en tout cas, dans le sens où, voilà, où vraiment j'avais des cryptos, j'avais du Bitcoin, j'avais de l'Ethereum.
Et bref, et donc ces investissements ont été, démultipliés. Je pense que, j'ai fait, comme tout le monde, des erreurs en 2021, mais globalement, je m'en suis très, très, très bien sorti et fier de m'en être sorti comme ça. Alors, quelles ont été mes erreurs? Pour être honnête, c'est, par exemple, de ne pas avoir eu de Dogecoin, de peut-être avoir vendu trop tôt certaines choses, peut-être, voilà, avoir laissé une trop grosse position, devenir perdante éventuellement. Mais, globalement, c'est des erreurs, finalement que j'essayerai d'affiner au prochain bull run. Mais, globalement, je suis vraiment content, de ça et tout le travail finalement que j'avais, fait en amont pendant des années à travailler dans le vide, à parler crypto et que personne m'écoute, finalement ça avait commencé à payer et vraiment pour moi voilà, c'était génial et une expérience super enrichissante et hem et donc Alors juste, voilà. Mmh, parce que du coup, je t'avais demandé pour 2022, juste avant, j'aimerais rebondir sur, ce que tu as dit. En fait, des erreurs, tout le monde en fait. Le plus important, c'est de les reconnaître justement et de ne plus les refaire parce que je vois beaucoup justement qui font, des erreurs et qui les font en fait année après année et qui n'apprennent jamais de leurs erreurs et là, c'est vraiment la porte à toujours stagner, stagner, stagner et jamais évoluer. Donc à partir du moment où on prend conscience de ces erreurs et tout le monde en fait et tout le monde ne fait pas forcément les mêmes erreurs, à partir du moment où on a conscience et qu'on les corrige, c'est bon. Tu parlais par exemple de 2018 où le marché a pas mal baissé. En fait, tu avais la bonne mentalité justement de te dire j'ai perdu de l'argent, mais je vais tout faire pour le regagner et ensuite tu as réussi à le regagner. Mais beaucoup, lorsqu'ils perdent de l'argent, se disent finalement les cryptos, c'est de l'arnaque, les cryptos, c'est nul, je vais jamais regagner cet argent. Ils laissent tomber. Et malheureusement, la plupart des gens laissent tomber. C'est pour ça que peu de gens réussissent en réalité. Il faut persévérer. Tu as eu cette mentalité de persévérance, mais très, très peu de personnes l'ont. Donc tout le monde perd de l'argent et même là en 2021, fin 2021, beaucoup ont perdu et probablement que dans les années à venir, beaucoup vont perdre. Sauf que il y a une fausse image de penser qu'un investisseur ou un trader gagne tous les mois, ce qui est totalement impossible. On ne peut pas gagner tous les mois. Il y a forcément des mois où on gagne, des mois où on perd. Et des mois où on gagne beaucoup, d'autres mois où on perd beaucoup. Le plus important, c'est qu'à la longue, on soit gagnant. C'est un peu l'espérance de gain, d'avoir une espérance de gain qui est positive. Et après, voilà, forcément, on a la bonne méthode. À partir du moment où, par contre, on perd un mois, 2 mois, on se dit c'est fini, là, on abandonne et évidemment, on ne peut plus jamais réussir. Alors, la dernière question que je t'avais posée, c'était par rapport à 2022. Comment toi, tu sens l'année 2022? Est-ce que tu es confiant ou tu penses que ça va être un peu comme 2021, une année plutôt molle où ça va pas mal stagner et les crypto-monnaies vont avoir tendance à baisser en volatilité et désintéresser de plus en plus de personnes. J'ai lu par exemple il y a quelques jours quelqu'un qui disait que les cycles de 4 ans qu'on a connus jusqu'à présent sur le Bitcoin allaient disparaître pour s'allonger sur des cycles de 10 ans, un petit peu comme les marchés traditionnels, comme l'or par mmh. exemple. Est-ce que par exemple toi, c'est une hypothèse que tu as en tête, que tu privilégies ou pour toi, c'est pas le moment, on restera sur des cycles de 4 ans? Écoute, c'est une bonne question dans le sens où, je pense que les gens qui me connaissent, je leur dis tout le temps la même chose. On verra demain. Dans le sens où, je j'aime pas trop avoir de gros plans sur la comète, dans le sens où on est devenu, dans un monde tellement imprévisible, que enfin voilà, je préfère finalement, me préparer à tout ce qui peut arriver, plutôt que de penser que ça. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans un super cycle comme tu disais? Peut-être. Je pense que de toute façon, là, le bitcoin a pris une place assez importante, dans la finance, bien que ça soit encore pas énorme en termes, de market cap, mais tout de même, je pense que ça y est, il a pris une place importante dans la société. Alors je pense que, il lui faudra encore un nouveau run haussier pour, encore, ranimer du nouveau monde. Je pense qu'il y a beaucoup plus, par exemple, si juste je fais la dans mes amis, par exemple, il y a beaucoup plus de mes amis qui parlent crypto maintenant que lors du précédent cycle, mais c'est pas encore tout le monde. Donc je me dis qu'il y a encore besoin quand même d'une nouvelle foule pour pouvoir, encore profiter, on va dire, d'une meilleure liquidité et voilà, d'avoir un prochain bull run éventuellement. Alors moi, je suis, partagé. En fait, ma petite thèse, hein, qui ne vaut pas grand-chose, hein, c'est parce que je me le dessine dans ma tête, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver ou quoi que ce soit. Moi, je vois bien, par exemple, une éventuelle belle hausse, pas forcément au-delà de la TH, hein, attention, pour réanimer du monde et dans ces cas-là, éventuellement faire mal plus tard
et faire un marché un peu plat pendant encore quelques années avant la réelle reprise. Ça, c'est un de mes éventuels scénarios, mais voilà, ça a aucune valeur, si ce n'est que c'est ce que je me suis dessiné dans ma tête. OK, ben ça marche. Ben merci pour ça, c'est intéressant. Alors, ben on va passer tout de suite à, la prochaine partie. Donc là, on est clairement, dans les temps, ça fait une demi heure. Donc là, on va attaquer une partie qui est un petit peu plus coriace, on va dire, parce que c'est un outil qui est, les options, un outil qui est assez peu connu, qui est assez complexe à aborder lorsqu'on ne connaît pas. En réalité, lorsqu'on pratique, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, mais lorsqu'on débute et on entend parler des options, des calls, des puts, on n'y comprend pas vraiment grand-chose et surtout les implications qu'il y a derrière sont pas forcément toujours évidentes à premier abord. Si par exemple on trade, bon, on achète, on vend, on sait ce qu'on fait. Lorsqu'on fait des options, on se couvre et surtout lorsqu'on commence à accumuler des options, par exemple on achète deux calls avec des strikes différents, deux puts ou un call et un put, etc. Ça commence à être vraiment des stratégies avancées et ça va être justement le but aujourd'hui d'essayer d'attaquer ça, mais vraiment pour les débutants. Ça, on va rester sur des bases de chez base sur les options et faire découvrir cet outil qui, moi, je pense, est vraiment génial sur les cryptos, qui existe déjà dans la finance traditionnelle. Donc, essayer de le faire découvrir au plus grand nombre. Et donc, pour ça, j'ai un certain nombre de questions à te poser. Donc, la première, tout simplement, c'est qu'est-ce qu'une option? Est-ce que tu peux définir ce que c'est? Et dans les options, on entend souvent parler de call et de put. Quelle est la différence entre call et put? Alors, déjà, je pense que si on veut démystifier le sujet, je pense que la définition littéraire est à exclure. Donc, pour essayer de simplifier la chose, ce que je vais essayer de faire, du coup, c'est que je vais distinguer le call, qui est une option d'achat, d'accord? C'est-à-dire que on s'engage à acheter, à bloquer un certain prix pour, jusqu'à une date limite. Et donc, généralement, et c'est tout à l'heure, plus tard, on verra le contresens à ce que je vais dire, mais généralement, lorsqu'on achète un call, c'est que généralement, on est haussier. Inversement, un put, faut voir que c'est une option de vente. Pour moi, je le vois plus comme une assurance. Donc, lorsqu'on achète un put, généralement, c'est qu'on est plutôt baissier et qu'on s'attend plutôt à une baisse prochaine. Donc, Donc, si... finalement, oui, Non, oui. je t'en prie. Donc finalement, la différence du call par rapport au put, c'est que l'un est une option d'achat, l'autre est une option de vente. Alors, du coup, par rapport à ça, déjà là, tu en as dit pas mal et c'est pas encore une fois forcément évident, donc on va essayer de donner quelques exemples pour situer un petit peu tout ça. Donc un call, c'est une option d'achat. Admettons par exemple que j'achète un call, c'est comme une assurance qui, on rappelle, hein, les options ont des dates d'expiration. Elles ne sont pas, enfin, elles se terminent à un certain temps, elles ne sont pas infinies dans le temps. Donc admettons que j'achète une option d'achat, un call, qui expire dans 3 mois et je l'achète à 50 000 dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 40 000. Qu'est-ce qui se passera dans 3 mois? Alors, heu, de la même façon que quand on achète quelque chose, on paye un prix pour cet achat, non? Donc, finalement, si moi j'achète une option à 50 000 au prix d'exercice de 50 000 du coup? C'est ça. D'accord. Eh bien, pour que je sois gagnant, j'ai besoin que le prix aille au-delà des 50 000 à expiration, d'accord? Donc globalement, admettons que, tu achètes une option au prix d'exercice de 50 000 d'accord? Ça, on va la payer un certain prix. On va pas la payer 50 000 d'accord? On va certainement la payer moins cher parce qu'on a 3 mois pour avoir raison. Mais que se passe-t-il si le bitcoin franchit la barre des 100 000 avant les 3 mois et que tu revends ton option? Bah, dans ces cas-là, tu peux éventuellement empocher la différence, c'est-à-dire 50 000, 100 000 moins 50 000 moins le prix que tu as payé pour l'option. Mais éventuellement, tu serais exposé à gagner 50 000. Et du coup, ça serait alors le prix de l'option, ça s'appelle la prime et du coup, la prime, là, en l'occurrence, elle serait quand même, peu chère. Elle serait peu chère parce que, admettons que le bitcoin aujourd'hui est à 40 000, si on l'achète à 50 000, on prend quand même le risque que le bitcoin, il continue à stagner et l'option, on l'exerce jamais. Par contre, à contrario, si on achète, une option d'achat à 10 000 $ sur le bitcoin, là, on va la payer très, très cher parce que ça nous donne la possibilité d'acheter du bitcoin à 10 000 $.
alors qu'aujourd'hui, le Bitcoin en vaut 40 000. Donc en réalité, la prime, pour la calculer, il y a deux valeurs. Il y a la valeur intrinsèque. Par Mmh. exemple, si le Bitcoin est à 40 000 par rapport aux 10 000, ça fait 30 000 dollars. Et après, il y a la valeur temps. Donc c'est justement ce que tu disais, hein, les 3 mois à attendre. Et plus évidemment, on laisse de temps pour se donner raison, et plus on va payer la prime chère. Donc je ne sais pas si c'est clair dans le chat ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que là on l'explique, mais après par rapport à des exemples, à des tracés, c'est beaucoup plus simple. Mais de toute façon, toi, tu en parles sur ta chaîne. Donc pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir la chaîne du Captain. On mettra le lien dans la description de la vidéo YouTube lorsque le live sera uploadé. Donc n'hésitez pas. Il y a, enfin, t'en parles souvent, je suppose, des options, tu as des playlists là-dessus. Tout à fait, ouais. Mmh. Alors, par rapport aux options, donc là, on a défini, on va directement attaquer maintenant le vif du sujet. Question que j'ai à te poser, pourquoi tu préfères acheter des options plutôt que vendre? Alors autant toute la première partie, méthode d'investissement, j'étais d'accord avec toi à plus de 90 de ce que tu as dit. Autant sur les Mmh. options, nous, on est, clairement à l'opposé. Toi, tu as plus le côté, pratique, moi j'ai plus le côté théorique, enfin la façon de l'avoir appris. Toi, tu l'as appris un petit peu sur le tas, moi je l'ai appris plutôt avec des formules. Finalement, toi, tu fais, je crois, seulement des achats d'options, en tout cas principalement, alors que moi, je Mmh. fais uniquement des ventes d'options. Donc, pourquoi tu préfères acheter plutôt que de vendre des options? Alors en fait, il y a 2 éléments, finalement, que j'aime dans l'achat d'options. C'est un, le fait que je sais exactement combien je peux perdre au max. Donc, je sais que si j'achète, eh bien, au maximum, je perds ce que j'ai investi dans l'achat. Et en revanche, je sais qu'éventuellement, si je gagne, je peux éventuellement gagner beaucoup. Donc généralement, quand j'achète une option, je vise, du x3, x4 par rapport à mon risque au minimum, généralement. Et bien que parfois j'ai des belles surprises aussi à x10 ou autre. Donc en fait, finalement, c'est, l'aspect, risquer peu pour gagner beaucoup qui me plaît, dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'en fait, je préfère, l'achat, d'options que je réserve à certains moments. C'est-à-dire que je suis pas acheteur d'options à tout va, parce que évidemment, si on est acheteur à tout va, il faut savoir qu'on a beaucoup de probabilités de perdre. D'accord? Il faut savoir que dans les options comme dans le trading classique, les vendeurs d'options font tout pour gagner et donc pour que, notre achat arrive à zéro. Donc c'est pour ça que finalement je réserve, mes achats pour des moments un peu spéciaux ou que j'estime spéciaux ou que j'estime être des opportunités et donc c'est, pour ça que je préfère les achats, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué avant, mais lorsqu'on disait qu'on avait la possibilité d'acheter, une option d'achat ou acheter une option de vente, call et put, en fait, si on achète, c'est qu'en face, il y a un vendeur. Donc en l'occurrence, toi, tu serais par exemple l'acheteur, moi je serais le vendeur. Il y a toujours un acheteur et un vendeur dans une transaction. Alors, toi, tu préfères acheter et j'entends bien tes arguments, du coup, qui sont, complètement à l'opposé de moi, ce que je préfère. Moi, je préfère, par exemple, vendre des options parce que ça me donne, une certaine régularité de vendre des options toutes les semaines, tous les mois, peu importe. OK, je gagne beaucoup moins. Par contre, c'est beaucoup plus régulier et le taux de réussite est beaucoup plus élevé que lorsque tu achètes. Toi, évidemment, ton taux de réussite est beaucoup plus faible. Par contre, enfin, beaucoup, il est plus faible en tout cas. Par contre, quand tu achètes, tu gagnes potentiellement beaucoup plus. Donc, c'est clairement deux stratégies qui sont à l'opposé. Même, on va le voir dans ce qu'on va évoquer dans les prochains instants, par rapport à la période, l'échéance. Toi, tu vas par exemple préférer des échéances plutôt longues de quelques mois, alors que moi, ça sera plutôt court, de quelques semaines tout au plus, voire même quelques jours. Alors justement, par rapport à ces critères pour choisir une bonne option, qu'est-ce que juste avant, je précise un dernier truc. Il y a quatre stratégies de base, hein, sur les options. Soit on achète un call, soit on achète un put, soit on vend un call, soit on vend un put. Donc le captain, il achète un call, il achète un put. Moi, je vends un call, je vends un put. Ça, c'est vraiment les stratégies de base. Il y en a quatre. Et après, on peut mélanger tout ça. On peut par exemple acheter un call et vendre un put en même temps. On peut acheter un call et un put. On peut acheter deux calls et vendre deux puts ou vendre un put. Enfin, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de stratégies. Alors pour toi, qu'est-ce que une bonne option? Comment tu la sélectionnes? Que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de période d'expiration, quels sont les principaux critères que tu regardes? Le sentiment.
Principalement, en fait, je fais souvent des trades qui sont complètement, à l'encontre, en fait, du sentiment général. C'est-à-dire, par exemple, j'aime beaucoup acheter des puts en période d'euphorie, on va dire. J'aime bien acheter des puts quand on est, proche d'une résistance importante. Par exemple, mon plus gros put option que j'ai pris publiquement sur YouTube, où j'ai invité les auditeurs à prendre un put pour ceux qui ont commencé à prendre avec moi, c'était au dernier ATH, d'accord? Là, je sentais qu'éventuellement, il y avait beaucoup moins de force, de vélocité dans l'ATH et je sentais éventuellement qu'on pouvait avoir un gros piège et donc c'est là où j'ai, décidé de prendre un risque important en termes de put option. Alors, je le rappelle pour l'audit, un put option, c'est lorsqu'on pense si on achète, encore une fois, ça va être la subtilité, si on achète un put, c'est qu'on est généralement baissier. Donc, pour être rentable, on a besoin d'avoir un prix du Bitcoin ou de l'Ethereum, peu importe, là on prend son option, qui chute. Sinon, évidemment, au risque, on perd le montant investi. Alors, c'est vrai que quand j'ai senti que éventuellement on avait affaire à un éventuel piège, ça se voyait pour pas mal de raisons, open interest, divergence, rejet, donc pas mal de choses qui, du coup, m'ont alarmé et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de voilà, de risquer un montant important, éventuellement, on va dire 10 de la totalité de mon capital, ce qui est un énorme trade, hein, il faut savoir qu'on fait 10 trades comme ça perdants et on perd la totalité de ce qu'on a, donc c'est important de le comprendre. Mais c'est vrai que quand j'ai des fortes convictions, je m'autorise, on va dire, ça. Et après, c'est vrai que c'est 10 mais c'était mon risque max. Mais si on avait continué à évoluer à la hausse, éventuellement, j'aurais pu couper mon put option et perdre beaucoup moins de 10. C'était 10 si, à expiration, le Bitcoin aurait continué de hausser. D'accord? Donc, dans ce trade-là, j'étais que gagnant si le prix du Bitcoin chutait. Et donc, quelques jours après, le prix a explosé à la baisse. Et donc, sur ce trade, j'ai fait un énorme coup. Donc, où certaines de mes options, parce que j'ai pris des options plus court terme, donc beaucoup plus spéculatives, et d'autres un peu plus moyen terme, où je me suis laissé, à l'époque, c'était jusqu'à décembre pour avoir raison. C'était en novembre à ce moment-là. Donc, je me suis laissé 3 mois pour avoir raison. Et, Donc euh, donc et par donc, rapport aux voilà. options, tu es amené à les clôturer avant, qu'elles expirent. Tu peux, soit est-ce que souvent, tu attends plus souvent qu'elles expirent ou souvent tu les clôtures avant expiration? Alors, je les clôture quasi tout le temps avant expiration. D'accord, ça En fait, marche. j'aime bien profiter de l'excès de volatilité pour tout simplement vendre mon option. Par exemple, je vais faire un exemple simple pour ceux qui évidemment tradent un peu et ont connu ou ont vu des cascades de liquidation. Quand ça arrive, hein, ces cascades de liquidation en général sur le marché, hein, quand les marchés prennent moins 20%, 10% en une journée, peu importe la raison, on voit que ça déchante très violemment, surtout dû à des liquidations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a le prix qui descend bien plus bas qu'il ne devrait. Et donc, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement acheter, on va dire, à des prix dérisoires certains coins et instantanément, ils remontent, le prix remonte et ça se trouve, si on a acheté au bon moment, 10 minutes plus tard ou 1 heure plus tard, on est déjà à plus 10-15%. Donc, de la même façon, quand il se passe ce genre d'événement et que moi, je revends mon put, finalement, à ce moment-là, je peux le revendre beaucoup plus cher que si j'attends que le prix se stabilise et que le prix repart dans un range. Alors du coup, j'essaye de profiter de cet excès de folie, de cet excès de panique, de malheureusement des gens qui se font liquider pour revendre mon option très très cher. Et généralement, au niveau de la date d'expiration, est-ce que tu as une fourchette à nous donner? Est-ce que tu es sur, des expirations entre 3 mois et 6 mois, entre 6 mois et 1 an? Alors en fait, actuellement, je joue un coup sur les 6 mois, un coup call, un coup, où j'ai acheté des calls, loin dans la monnaie. Hem Et pareil pour les puts. Donc ça, c'est un trade un peu spéculatif que je me donne.
dans l'optique, hein, de éventuellement qu'on corrige violemment ou qu'on hausse violemment. Mais sinon, globalement, j'ai comme time frame 1 mois à 3 mois, plus ou moins. Après, D'acc si je me sens de risquer un petit montant pour une option qui expire dans une semaine, je peux le faire aussi. Mais généralement pas moins. Parce que combien de fois, en fait, parce qu'il faut savoir, en fait, on va le préciser pour l'auditoire, qu'on peut, par exemple, acheter un put option qui expire demain ou après-demain. On peut acheter un call option qui expire demain ou après-demain pour quasiment rien. Et donc, éventuellement, si on a raison, soit que le prix explose à la hausse, soit que le prix explose à la baisse le lendemain, avant le lendemain, et bien dans ces cas-là, on peut être extrêmement rentable. C'est-à-dire qu'on peut faire un fois 10, fois 100, enfin tout est possible. En revanche, si le prix expire et enfin qu'il ne se passe rien, on a perdu ce qu'on a acheté. Donc, si on se laisse 2 jours, on a très peu de chances de réussite. Donc, très souvent, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que j'avais à peu près juste sur le mouvement qui allait arriver. Il y avait effectivement un mouvement important en ma faveur. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une journée après que mon expiration est expirée, que mon option est expirée. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Alors, vaut mieux payer un tout petit peu plus et se laisser 3, 4, 5 jours, une semaine pour avoir raison, que derrière avoir ce genre de cas de figure qui se mettent en place et du coup ne rien gagner, c'est bête. D'accord. Donc au niveau des critères que tu regardes, c'est principalement, du feeling en fait, voir un petit peu le sentiment du marché, si on est plus sur une phase d'euphorie ou pas? Il y a d'autres critères aussi, Open Interest, Aggregate Open Interest, hein, qu'on peut voir sur Coinanalyze. J'aime bien aussi un indicateur qui s'appelle le Shop Index, qui est un indicateur uniquement de mouvement, c'est-à-dire de force et de mouvement. C'est un peu comme l'ADX. Je connais pas bien l'ADX, mais je sais que c'est à peu près la même signification. Donc ça ne donne pas du tout de direction. En revanche, ça nous prévient très souvent qu'un gros mouvement est à l'approche. Et généralement, par exemple, quand ce shop est sur une zone extrême, il n'a qu'une zone extrême, hein, c'est à partir de 55. Généralement, ça indique, en fonction de l'unité de temps, que un mouvement est important. Donc, par exemple, un shop chargé en unité de temps daily, alors ça peut mettre plusieurs jours, voire une semaine et quelques à se déclarer. Mais en revanche, lorsque réellement cet indicateur est chargé, il y a un mouvement très impulsif qui arrive. Et donc, dans ces cas-là, c'est m'accompagner du sentiment de cet indicateur qui m'indique que le mouvement est mature et bientôt prêt à exploser. Et voilà, principalement, voilà, le sentiment dans sa généralité, l'open interest, le shop index. Et voilà, ça, D'accord. c'est mon On va cocktail. on va quand même attirer l'attention de l'auditoire sur le fait que les options, faites très attention avant d'aller dessus parce que c'est des produits qui sont hautement volatiles, c'est des produits où vous pouvez vous faire liquider, faut maîtriser, il faut pas juste aller et juste acheter ou vendre, vraiment bien se renseigner sur les différentes implications. On ne peut pas apprendre à trader les options en une semaine, c'est pas possible, il faut quand même beaucoup plus de temps. Donc faites vraiment attention par rapport à ça. Je dis pas que c'est compliqué, je dis qu'il faut surtout faire attention, il y a des risques derrière auxquels on pense pas forcément au premier abord. Donc, attention à bien connaître tous les risques avant d'y aller. Moi, je pense, Alors juste pour ajouter à ta remarque, je pense que chaque produit financier demande évidemment une expertise de la part de chacun. C'est-à-dire que vous devez savoir, que ça soit en option, en trading, en investissement, qu'est-ce que vous risquez lorsque vous passez à l'action. D'accord? Ça, c'est le plus important. Donc, il faut savoir que si vous êtes sur quelque chose que vous connaissez pas et donc un produit nouveau pour vous, vous vous exposez à perdre la totalité de ce que vous allez investir dans cet apprentissage. Alors évidemment, toujours faire attention à tout ça, c'est très important. c'est ça, commencer avec un capital que vous êtes prêt à perdre, hein. C'est toujours le même discours un petit peu bateau, mais c'est finalement vrai, même si personne ne veut perdre de l'argent. N'allez pas tout de suite avec le plus gros de votre capital parce que beaucoup se disent, c'est le dernier moment, c'est la dernière opportunité, c'est maintenant ou jamais. Finalement, on perd tout et le capital, c'est ce qui sert à trader. Si vous perdez votre capital, bon, bah, vous perdez votre arme, donc vous pouvez plus vous battre. Donc, faites vraiment attention à ça. Alors, prochaine question, les options, donc on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas évoqué la plateforme sur laquelle tu trades des options et quelle crypto-monnaie tu trades en options. Alors,
J'ai, débuté mon trading d'options sur, Deribit. Je pense que c'était la plateforme à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs, la plus liquide, hein, celle qui offrait le plus d'options, hein, le on va dire c'est vraiment le précurseur du domaine, en termes de volume. Et en fait, depuis peu finalement, depuis quelques mois, je trade maintenant activement sur Delta Exchange, du coup qui est, pour moi, voilà, un exchange qui va, de plus en plus prendre des parts de marché et surtout, en fait, qui offre des options sur d'autres choses que Bitcoin, Ethereum. Et donc par exemple, on a du fameux Solana, du Avax, du Matic et d'autres, hein, il y en a quelques autres. Et ça, en fait, ça m'a ouvert un nouveau terrain de jeu, en fait, parce qu'à l'époque, bon, bah, c'est vrai qu'il y avait des opportunités sur Bitcoin, Ethereum, c'est déjà bien assez, hein, on n'a pas forcément besoin de plus. Mais c'est vrai que les cryptos étant très volatiles et d'autres cryptos étant encore plus volatiles que éventuellement le Bitcoin et que l'Ethereum, là, j'ai compris qu'il y avait des opportunités intéressantes, à trader d'autres options que Bitcoin, Ethereum. Donc c'est vrai que là, depuis quelques temps, voilà, j'ai trouvé maison auprès de Delta et je suis très content aussi là-dessus. Donc voilà, c'est un peu ma plateforme maintenant de prédilection pour les options. Donc, donc tu es que sur Delta, hein, tu es plus du tout sur Deribit? Du tout, non, ça y est. D'accord. Et donc là, sur Delta, tu touches un petit peu à toutes les crypto-monnaies qui sont dessus. Donc là, je vois du Bitcoin, de l'Ether, BNB, XRP, Solana, Link, Avax, Matic. Donc ça commence à faire. Est-ce que tu touches un petit peu à tout ou tu restes principalement sur, par exemple, Bitcoin, Ether, BNB? Alors en fait, ce que je fais généralement, heu, comme je te l'ai dit, finalement, le fait d'être acheteur ne m'offre pas des opportunités tous les jours. Donc il faut savoir que, parfois, c'est des coups que je peux attendre, des semaines, voire des mois. Et j'étais là, pendant des mois à guetter, si mes signaux, d'éventuelles prises de décision sont là. Et quand c'est le cas, si c'est en particulier sur un coin ou pas, hein, par exemple, mon plus beau coup récemment, ça a été surtout le Solana. C'était il y a longtemps, hein, mais en décembre-novembre, où on avait eu un joli range, qui a duré X temps. Donc je sais pas, hein, je vous invite, l'auditoire à vous repérer un peu le Solana, en novembre. Alors, je vais le mettre aussi sous mes yeux pour aussi avoir des datas de prix. Mais en gros, il y avait un range très important sur le Solana, ça bougeait plus beaucoup. Et donc du coup, en fait, c'est une opportunité dans le sens où, si derrière un mouvement se déclare de façon importante, dans ces cas-là, être acheteur, de call option peut être évidemment, une opportunité intéressante. Et donc, le prix, alors je me ressaisis ici. Ah voilà, c'est parfait, je l'ai. Alors en fait, on était dans un mini range ici, c'était en octobre. Ah non, c'était bien en novembre, ici. On avait un petit range ici compris entre, 210 et 200 $, d'accord? Et on a vraiment on s'est rétracté ici dans ce petit range. Et voilà, je pensais que, en tout cas, j'étais plutôt acheteur et j'ai acheté un call option, bien placé, hein. J'ai eu aussi la chance que ça se fasse bien, au bon moment. Et par exemple, hein, j'ai, payé, une option 3 fois rien. C'est-à-dire que ça se trouve, c'était, 10 $ pour, acheter un call option, sur un Solana. Donc finalement, avec ces 10 $, on profite de l'évolution, du Solana. Et en fait, en quelques jours, le prix est passé de 210 $ à 250 quasiment. Et donc finalement, bah, mon option, elle a été revalorisée par 100. Donc j'avais misé un montant, voilà, qui était, pas énorme non plus, mais voilà, c'était un fois 100. Donc c'est, le genre d'opportunité finalement, qui s'offre pas souvent, mais quand elle s'offre, c'est évidemment des très, très, très belles opportunités. Et c'est ça que j'aime bien. Donc c'est vrai que je suis pas tous les jours en train de trader le Solana, en option ou le Matic ou autre, mais si je vois justement que ces opportunités se développent, soit j'achète un put parce que je sens qu'il va y avoir une correction, très bientôt, ou soit tout simplement j'achète un call, parce que, éventuellement il y a je sens qu'il peut y avoir une explosion. Évidemment, je suis jamais sûr de rien. OK.
Et par rapport au rendement espéré sur les options, est-ce que tu as une donnée approximative à nous donner sur un rendement moyen, mensuel ou bien annuel? Alors, je pense que c'est un revenu assez aléatoire, dans le sens où, ça se trouve, il y a un mois où je vais, trader beaucoup d'options, et un autre pas du tout. Mais, globalement, sur un des comptes que j'ai options, j'ai réussi à faire fois 10. Mais, évidemment, dans ces fois 10, ça aurait pu être mieux, il y a eu des erreurs et cetera et cetera. Donc, La le x10 rendement, en combien de temps? 1 an? 1 an et demi, ouais, à peu près, OK. ouais. OK, ça marche. Donc, ouais, pour, essayer de résumer un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure sur les options, donc on a quand même une vision pour le coup qui est très différente. Toi, tu privilégies les achats d'options, moi plutôt les ventes. Au niveau des critères de sélection, toi, c'est plus alors tu as parlé d'indicateurs comme le Shop Index et cetera, mais c'est aussi pas mal de feeling, on va dire, sentiment de marché. Moi, c'est totalement l'opposé. Moi, je regarde pas du tout le sentiment de marché. J'ai un certain nombre de critères et c'est que des critères avec les fameuses lettres grecques. Il y a des lettres grecques Mmh. dans les options. Donc moi, je regarde le delta et le theta. C'est les deux lettres grecques Mmh. que je regarde. Donc c'est vraiment, ça prend en compte beaucoup de choses. Après, je regarde la volatilité, etc. Mais voilà, je ne suis pas du tout sur est-ce que on est sur des sentiments euphoriques ou pas. Tout est pris en compte, on va dire, dans ces calculs. Pareil Mmh. par rapport à la plateforme que tu utilises. Donc toi, tu es sur delta. Et là, je viens d'aller regarder une option que moi j'achèterais sur Delta, par exemple, si je devais en acheter une aujourd'hui, vendre ou peu importe. Et au niveau Mmh. de la liquidité, il y a beaucoup trop peu de liquidité, je trouve, Mmh. et encore plus sur les nouvelles crypto-monnaies. Alors que moi, bah, pour le coup, je suis sur Deribit, uniquement sur le Bitcoin et l'Ether. Donc on voit bien qu'on a deux visions totalement différentes sur les options et les deux peuvent très bien fonctionner. Et c'est là où ça montre finalement que, comme avec le trading, bah, chacun a sa propre méthode de trading. Il ne faut pas forcément essayer de copier la méthode de quelqu'un parce que ce qui peut marcher pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Et on peut également avoir autant de méthodes de trading qui fonctionnent qu'il y a de personnes. Donc c'est vraiment à chacun de choisir la méthode qui lui convient parce que bien une aversion au risque est différente, il y a des attentes différentes. Toi, par exemple, tu préférais avoir un rendement un petit peu plus incertain, mais lorsqu'il arrive, bah, c'est beaucoup plus élevé, alors que moi, je préfère des rendements réguliers tous les mois, mais qui sont évidemment plus faibles que ce à quoi tu peux t'attendre, Mmh. etc., etc. Donc, on a vraiment deux façons de voir les options complètement différentes, mais que je trouve finalement complémentaires parce que tout ce que moi, je fais en tant que vendeur, toi, tu le fais en tant qu'acheteur et il faut avoir justement des acheteurs et des vendeurs. Si tout le monde était acheteur, si tout le monde était vendeur, bah, ça poserait évidemment problème pour, euh, pour échanger des options. Tout à fait Alors, et pour ajouter aussi, et pour que l'auditoire le sache, je m'intéresse de plus en plus à la vente d'options aussi. C'est un domaine que je commence à creuser et sur lequel évidemment j'essaye un peu maintenant de me faire du terrain, et évidemment comme tout apprentissage, hein, ça demande un peu de backtest, ça demande un peu d'expérience, mais c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse aussi parce que, faut le savoir, on gagne moins, mais on a beaucoup plus de probabilités de réussite lorsqu'on le fait correctement et donc finalement, bien que ça soit, un rendement, en termes de ratio gain-perte pas forcément, énorme, mais derrière, si on a beaucoup de probabilités de réussite, c'est aussi intéressant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi, s'y aventurer ou en tout cas, je vais chercher à m'y aventurer ou je alors, cherche c'est ça, en à m'y fait, en tant aventurer. que vendeur d'options, on a un taux de réussite à peu près entre 90 et 95 de taux de réussite, c'est la moyenne. En tant qu'acheteur d'options, bah, là, tout dépend. Moi, je parle en fonction de mes critères, en fonction du delta, du Mmh. theta. Toi, en fonction de tes critères, la dernière fois, tu me disais que tu étais plus aux alentours de 70 en tant qu'acheteur. Donc après, en Mmh. fonction, tu confirmes ce nombre? Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, 70 en fait, c'est facile à avoir dans le sens où, je m'expose pas souvent. C'est pas pareil de s'exposer, tous les jours et d'avoir 70 que de s'exposer, très peu et d'avoir 70. Donc oui, j'ai 70 parce que je sélectionne, correctement, on va dire, mes entrées. Mais, et du coup, c'est pour ça, c'est ce qui me permet d'avoir ce taux de réussite. Après, moi, une autre raison de pourquoi j'aime bien avoir quelque chose de, complètement carré au niveau, par exemple, des lettres grecques ou bien au niveau du rendement, c'est, par rapport à l'automatisation. C'est qu'on voit bien que le trading d'aujourd'hui, on l'a vu, on entend parler depuis 10-15 ans par rapport aux banques, il y a de moins en moins de traders, on va dire, il y a de plus en plus algo trading, Mmh. de bot
trading qui est automatisé. Et en tant que vendeur d'options, on peut facilement automatiser ça. En tant qu'acheteur Mmh. d'options, c'est beaucoup plus délicat parce que bah, tu évoquais justement la volatilité, le délai d'expiration qui n'est pas toujours le même, etc., etc. Donc, c'est aussi pour ça que moi, à la base, je me suis orienté vers la vente d'options plutôt que les achats d'options. Euh, donc, voilà. Alors, autre question. Donc, en 2021, le marché des cryptos était relativement difficile. Alors, encore une fois, ça dépend de la stratégie de chacun, ça dépend de quand. C'est sûr que si on regarde janvier, février, mars, avec la BSC, c'était beaucoup plus simple que, par Mmh. exemple, mai, juin, juillet. Euh, Par rapport aux options, quelles ont été pour toi les conséquences en 2021? Bah, en fait, en 2021, que je me resitue, bah, le Alors, mois de 2021, on novembre. a eu les 3 premiers mois où on a eu Ouais, ouais. la vague avec la BSC. Après, on a eu Mmh, l'énorme crack au mois de mai, l'énorme mmh, baisse. Et puis mmh. après, c'est remonté un petit peu vers septembre-octobre. Et depuis novembre, décembre, ça fait que baisser. Alors, 2021, le début a été excellent, en fait, en options, dans le sens où, bah, le prix faisait qu'augmenter. Donc en fait, lorsqu'on achetait des calls, j'ai acheté pas mal de calls, hein, qui ont bien fonctionné, parce que le prix explosait, en fait, finalement. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté des options, d'achat, et le prix dessinait, a dessiné un nouvel ATH. Donc ça, c'est forcément, profitable. Ensuite, le mois de mai, j'étais pas préparé autant que je l'aurais été habituellement. En fait, j'étais, un peu en vacances malheureusement et du coup, quand tout s'est un peu, développé, alors j'étais prêt, oui, j'avais déjà revendu pas mal de choses et voilà, je commençais tout de même à sentir que c'était un peu, il fallait en tout cas être vigilant, ça c'est sûr, mais j'étais pas, en mode option comme je le souhaite, comme je l'aurais souhaité. Alors, du coup, forcément, j'ai pas autant profité de cet excès de volatilité comme je l'aurais voulu ou comme l'aurait voulu ma méthode. Parce que finalement, dans ma méthode, tous les critères étaient là pour, du coup, au moins être, averti. Ensuite, en novembre, là, dans ces cas-là, là, j'étais évidemment, l'amertume de mai, m'a laissé évidemment à nouveau, vigilant et c'est vrai que, par exemple, le mois de novembre, avec ce coup sur les put options que j'ai fait, m'a énormément, aidé et m'a énormément, contribué à faire un bon bilan de 2021. Hem, voilà, globalement, c'est ça. Il y a eu du bon, du moins bon, et des coups excellents et donc c'est l'ensemble qui a fait une année correcte, plus que correcte. Alors, c'est ouais, ça dépend, vraiment quand même de la tendance du marché parce que quand, par exemple, tu disais tout à l'heure, tu achètes un call ou un put, tu t'attends à ce que le prix, bah, soit il monte fortement, soit il baisse fortement pour que, bah, tu puisses rentabiliser, cette option et qu'elle te serve à quelque chose et qu'elle te fasse gagner de l'argent. Alors qu'en tant que vendeur, pour le coup, moi, c'est complètement l'opposé, c'est que je souhaite que le prix ne bouge pas trop. Il peut monter un peu, il peut baisser un petit peu, mais il ne faut pas qu'il bouge trop pour que je puisse, gagner l'option. Donc on a vraiment, encore une fois, là, deux visions opposées. Moi, j'ai envie que le marché bouge pas trop pour que mon portefeuille d'options il soit gagnant. Et toi, tu as quand même envie qu'il bouge, même si tu t'en sers aussi pour te couvrir parfois, tu me disais. Donc, moi, je vois surtout les options comme un outil de diversification en plus par rapport à l'investissement, par rapport au trading, parce que l'investissement, le buy and hold, bon, bah, je gagne de l'argent parce que les crypto-monnaies prennent en valeur. Le trading actif, bon, bah, parce qu'il y a de la volatilité, donc ça monte, ça descend, donc mécaniquement, il y a des gains, il y a des pertes, mais c'est volatile. Par contre, des fois, on a des phases où le marché n'est pas volatile. On l'a vu par exemple fin 2018-2019. On l'a vu même encore depuis quelques mois où le marché n'est pas très volatile. Alors oui, des fois, il y a des baisses assez violentes comme le mois de mai, récemment, il y a quelques semaines au mois de janvier. Mais quand le marché bouge pas trop et qu'il fait du quasiment sur place entre 35 et 45 cas, par exemple, comme actuellement, bah ça, c'est du pain béni justement pour les vendeurs d'options parce que justement, ça leur permet de générer du rendement sans prendre trop de risques parce que le prix bouge pas trop. Alors, par rapport aux options, autre question, est-ce que, avec tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, tu recommanderais aux débutants de se mettre aux options ou est-ce que tu leur recommandes plutôt d'aller vers quelque chose de plus classique, c'est-à-dire chandelier japonais, analyse technique, achat-vente au spot, éventuellement contrat futur, et seulement après, lorsqu'ils sont vraiment, ils connaissent vraiment les fluctuations du marché, la volatilité, qu'ils maîtrisent ces notions-là, ils vont vers les options. Ou pour toi, les options, il n'y a pas besoin de savoir le reste, on peut directement y aller. Quel est ton point de vue là-dessus?
Non, je pense qu'il est tout de même préférable d'avoir un peu, une petite notion du prix des chandeliers, des supports et des résistances. Je pense, bien qu'il y a des matheux, des gens qui sont extrêmement forts en mathématiques, qui peuvent s'y lancer à bras-le-corps, sans savoir un peu ces éléments. Tout de même, je pense qu'il est préférable de, s'intéresser évidemment, un peu au prix, à la dynamique et cetera. Parce que sinon, je pense que sinon ça a pas vraiment beaucoup de sens, de se mettre aux options. Mais je pense que je conseille évidemment à tout le monde de s'y intéresser parce que, comme je le vois avec, les gens de ma communauté, on peut éventuellement mettre en place des méthodes simples, attendre que les critères soient là et quand les critères sont là, on peut s'y risquer. Donc je pense que c'est tout le monde qui devrait s'y intéresser, oui. Et pour ceux qui souhaitent justement se lancer dedans, est-ce que tu aurais des livres à leur recommander? Est-ce que toi, tu as commencé, comment tu as appris d'ailleurs les options? Tu as appris en lisant, des bouquins, des vidéos sur YouTube ou bien, tu es parti comme ça en faisant quelques tests et finalement tu t'es créé ta propre méthode? Alors, c'est un peu des 2. Dans le sens où, j'ai commencé à lire des articles sur le sujet. Bah, j'ai commencé un peu comme un bourrin aussi, faut le savoir. J'avais commencé directement en achetant, sans vraiment savoir ce que je faisais. Et après petit à petit, pareil, j'ai commencé à voir les erreurs que je faisais, à essayer de comprendre pourquoi je faisais des erreurs. Après, je me suis acheté un espèce de bouquin qui est une espèce de bible, donc qui est assez théorique, qui s'appelle Option and Derivative de Lawrence. J'ai plus le titre exact, qui est bien, je le conseille parce qu'il y a plein de notions, mais c'est pas très digeste, il faut le savoir. C'est un bouquin, c'est un dictionnaire. Donc après, c'est vraiment la pratique qui m'a la pratique et le test en fait qui m'a permis de comprendre à quel moment fallait que je le fasse. Et en fait, finalement, j'ai très bien compris que je pouvais profiter des excès de volatilité pour être acheteur de call. Et j'ai compris aussi que je pouvais tout simplement attendre que les gens soient extrêmement euphoriques et que on soit éventuellement avant une correction pour acheter un put. Et donc après, j'ai synthétisé tous ces éléments et j'en ai fait un peu une strat, tout simplement, maison. Mais voilà, j'aime bien lire, des choses sur le sujet, mais je trouve encore que c'est, assez complexe. Toutes les revues spécialisées sont encore, heu, assez complexes dans le domaine. Donc voilà, moi je recommande de vraiment, s'y intéresser en testant avec le Position Builder, en fait, qui est l'outil qui permet de construire des positions sans réellement risquer de capital, en fait. C'est notre outil, pour évaluer notre éventuel PNL, si on avait raison. Et je pense que c'est le meilleur outil parce que derrière, on peut savoir si, on peut être éventuellement rentable, en essayant ça ou ça ou ça et derrière, c'est quand même assez précis. C'est ça que je pense que le meilleur outil pour s'exercer. Une question qui me vient maintenant, alors j'allais dire, ce que je vous recommande également, c'est de commencer avec un petit capital juste pour tester, par exemple 100 €, 200 €. Mais je viens de me rappeler que sur Deribit, il y a quand même un capital minimum nécessaire. Alors ils le changent assez régulièrement, il me semble. Je crois qu'aux dernières nouvelles, on était alors j'ai pas envie de dire de non, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais le capital il est assez élevé, c'est un capital à au moins 5 chiffres. Est-ce que sur Delta Exchange, tu as une limite de capital minimum, par exemple 1 000 $ ou 100 $? Je À ma connaissance, il y en a aucune. Du coup, ce qui est sûr, c'est que si on veut être vendeur, par défaut, il faut, avoir du plus de capital, en général, qui sert de marge. Parce que, il faut savoir que quand on est vendeur, on peut être exposé à une éventuelle liquidation si le prix, explose, en notre défaveur. En gros, si on est acheteur d'options, on peut, acheter une option, pour un contrat à 10 je crois que c'est possible. Donc non, il y a pas de minimum sur Delta pour l'instant. D'accord. Alors là, j'étais en train de regarder en parallèle sur, Deribit. Pour avoir le portefeuille margin, qui est celui qui est le plus intéressant lorsqu'on vend des options, il faut avoir, au minimum, entre 0,25 BTC ou bien 7,5 ETH. Donc en gros, 10 000 $ à peu près en BTC ou, un peu plus de 20 000 $ en Ether. Donc, ça commence à faire pour des tests. Donc comme tu disais, peut-être que le mieux, c'est simplement d'utiliser le Position Builder, de faire quelques tests Heu et après, à un moment donné, il faut aussi se lancer parce qu'en faisant des tests, on maîtrise pas tout. On maîtrise pas, par exemple, la marge. La marge, elle évolue. Enfin, pas lorsqu'on est acheteur d'options, justement, parce que la marge, elle est fixe.
tu disais, on risquait toujours la même somme. Lorsqu'on est vendeur d'options, c'est justement l'opposé. La marge, elle varie. Et donc, plus votre position elle est en perte et plus bah, votre marge elle est élevée. Donc, toutes ces notions-là, on les maîtrise seulement lorsqu'on met la main un peu dans le cambouis. Lorsqu'on reste uniquement sur du théorique, on fait du surplace à un moment donné, on atteint un sort de plafond de verre, on fait du surplace. C'est comme sur le trading où, moi je me souviens il y a quelques années, on parlait beaucoup des comptes de test, les comptes démo. On ouvrait des comptes, dessus on mettait par exemple, enfin le courtier créditait par défaut 100 000 euros ou 100 000 dollars. Sauf que ça, c'est totalement irréaliste parce que quelqu'un qui débute, il va pas mettre tout de suite sur son compte 100 000. Et le problème, c'est qu'il va risquer il va prendre des tailles de position qui est pas du tout compatible avec le vrai capital qu'il compte déposer après, qui est peut-être de 5 000, 10 000, peu importe. Donc, c'est bien de tester, mais après, il faut aussi à un moment donné passer à l'action. Donc, c'est pour ça que je demandais par rapport à Delta Exchange. Mais si le minimum sur Delta Exchange est à 500 dollars, enfin, il faut se renseigner, je pense que ça peut valoir le coup. Par contre, il y a quand même une période d'apprentissage minimum. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à trader des options, comme je le disais tout à l'heure, en une semaine. Il faut vraiment comprendre toutes les implications, être à fond dedans, peut-être y passer quelques semaines, faire quelques tests. Et lorsqu'on se sent suffisamment à l'aise, là, on peut commencer à mettre du vrai argent, on va dire. Hop, alors on Clairement. continue. Donc, au niveau des livres, du coup, tu n'en as pas à recommander. Tu n'as pas de livre spécifique, que ce soit même le trading, hein, pas forcément les options, mais le trading, la technique, le mindset. Alors en fait, je suis beaucoup plus passionné des livres de mindset, que des livres de technique. En fait, je trouve que dans tous les bouquins que j'ai et j'en ai beaucoup, il y en a pas beaucoup qui vont apporter grand chose, en termes de technique. Bien que c'est bien, il y a toujours des petites notions à apprendre à droite à gauche, mais les livres qui me marquent le plus sont les livres, liés au mindset et par exemple, celui que j'adore, hein, c'est la bible de la psychologie. C'est celui de Mark Douglas, hem, qui, lui est évidemment, un super livre et en fait, il est disponible aussi en français. Donc j'ai plus le titre en français, c'est, comment ça s'appelle en français? Mark Douglas, je le cherche une seconde. Alors, parce qu'il est disponible en Valeur édition, donc évidemment, allez, vous tourner vers cette, édition qui est, traduit des livres. Donc c'est Trader dans la zone. Ah, j'avais complètement zappé le titre. Trader, entrer dans la zone et ça, c'est vraiment un super livre en termes de mindset, psychologie. Il décortique de toute façon, d'une façon tellement détaillée, notre psychologie que derrière évidemment, quand on a lu le bouquin, on peut que se remettre en question et que s'améliorer et ça, je pense que, je pars du principe que la méthode est importante, mais derrière, si on n'a pas un mindset, convenable ou si, on agit à son encontre, eh bien, on n'a pas forcément beaucoup de chances de réussite dans le domaine, ça c'est sûr. Oui, de toute façon, chacun a sa propre méthode, mais pour autant, tout le monde arrive finalement à plus ou moins la même finalité, donc tout le monde passe plus ou moins par le même chemin. Donc le fait de lire des livres, ça permet justement d'apprendre des erreurs des autres, ça permet de éviter justement de faire de nouvelles erreurs, d'aller aussi plus vite, puisque parfois lorsqu'on teste, on apprend des choses, on fait sa propre méthode, mais ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui sont passées par là. C'est vrai que comme tu le disais, il n'y a pas vraiment de bouquins, par exemple sur les options ou sur le trading, qui vont directement à l'essentiel avec une seule méthode. Souvent, il faut Mmh, essayer de picorer un petit peu par-ci, par-là. Et de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, même s'il y avait un bouquin avec une seule méthode, ça serait une méthode qui fonctionne pour une personne en particulier, mais chacun a mmh. sa propre aversion au risque, chacun a voilà, n'a pas les mêmes disponibilités, n'a pas le même niveau de stress. Qu'on vive avec quelqu'un, avec des enfants ou qu'on soit célibataire, évidemment, ça impacte, par exemple, le trading, ça impacte les disponibilités, ça impacte le focus. Donc voilà, il faut quand même lire et se faire sa propre méthode en faisant un mix de tout ça. Alors Bien on sûr, vit non, bah, mmh. Non, je t'en prie. ce que j'allais dire, c'est que j'adore lire, bien que, je dise qu'on puisse pas trouver, grande méthode dans les livres de trading, j'en ai pas mal aussi et je conseille évidemment la lecture, c'est très enrichissant, on a rien à y Il y a perdre pas généralement. Souvent, on pense qu'il y a une méthode miracle, il n'y a pas de méthode miracle, mais ça permet parfois de faire des liens entre les choses. Par exemple, on lit un premier bouquin, on apprend quelque chose. En lisant le deuxième, on comprend mieux le premier bouquin et on se dit, ah, mais si je faisais ça comme ça, on teste, ça fonctionne pas. Et on refait, on refait, on refait jusqu'à après trouver la méthode qui convient à chacun.
Alors, on clairement. a terminé là la deuxième partie sur les options, donc qui est une partie assez longue, peut-être un peu compliquée, mais pour ceux qui, auraient pas forcément qui sont complètement nouveaux sur les options, n'hésitez pas à revoir, à nouveau, le live en replay, en tout cas cette partie-là, au niveau des notions et là, on va attaquer la troisième partie. Donc, blockchain et projet. Donc là, on va parler des blockchains. On l'a vu en 2021, il y a eu beaucoup de blockchains qui ont fait parler d'elles, hein. Elles existaient déjà les années d'avant pour certaines, mais on a par exemple Solana, on a Avalanche, on a Polkadot, enfin il y en a énormément. Et ma question, c'est qu'est-ce que toi, tu en penses de tout ça, de toutes ces blockchains? Est-ce que tu en as une qui est ta blockchain préférée, soit du moment, soit une blockchain qui est ta blockchain préférée depuis un moment? Alors, j'aime bien et j'aime beaucoup, le Solana. Heu, alors non pas parce que je suis un expert, mais, parce que finalement, celui qui la supporte, hein, qui est, SBF, hein, le patron d'FTX, est à fond dans Solana. Donc, derrière, c'est un peu, ma façon un peu biaisée d'aimer Solana. Mais globalement, je pense qu'elles ont toutes, quelque chose de très intéressant et celle qui m'intéresse de plus en plus, c'est l'écosystème, autour d'Atom, qui lui est en train de se développer et qui n'a pas encore vraiment vu le jour. Donc ça, je pense qu'il n'a pas encore eu son run comme a pu avoir l'Avax, le DOT, qui ont tous leur période en fait. Même l'ADA, bien qu'elle n'a pas été très longue, il a eu sa petite période. Donc moi, je pense un peu celui sur lequel j'essaie de m'intéresser et de me focaliser, c'est un peu Cosmos actuellement, où je pense qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire, et qu'il aura son tour, je pense. Et au niveau des secteurs, on a vu pareil en 2021 l'émergence de plein de nouveaux secteurs. Les NFT qui existaient pareil depuis un moment, mais beaucoup de personnes en ont entendu parler l'année dernière. On a le métavers, on a, bon, le gaming évidemment, ça c'est même ça avait pas attendu les cryptos pour exister. Donc on a plein de secteurs, même la DeFi, alors on a beaucoup plus entendu parler en 2020 qu'en 2021 ou en 2022. Est-ce que, pour toi, ces secteurs-là sont des secteurs qui ont encore un avenir, qui sont prometteurs ou bien tu verrais d'autres secteurs voir l'avenir. On parlait par exemple il y a un instant des options. Les options dans les cryptos, il y a de plus en plus de protocoles qui utilisent ça. Aujourd'hui, bah, Mmh. on entend très très peu parler. Est-ce que c'est aussi, ça fait partie des secteurs qui pour toi ont de l'avenir? Alors, option sans aucun doute. Il faut savoir que, par exemple, hein, dans la finance traditionnelle, la part d'options, est énorme, par rapport à la partie, spot, on va dire et donc je pense que sur ce niveau-là, la partie options crypto, a encore un pourcentage d'évolution énorme et de toute façon, s'il y a plus d'institutionnels, sur le marché des cryptos, il y aura forcément plus d'options indirectement parce que les institutions ont besoin d'options pour rentrer. Elles rentrent rarement sur un marché, s'il y a pas ce qu'il faut en termes d'options. Donc, je pense qu'évidemment, ce marché options est voué à s'étendre et par exemple, un autre marché, dont tu as parlé rapidement tout à l'heure, le métaverse, moi, je pense aussi qu'on est trop tôt, on a été un peu trop tôt là-dessus. Et qui va se passer un peu éventuellement comme les cryptos à l'époque en 2018 où moi j'étais convaincu que ça allait fonctionner, que ça allait être quelque chose de révolutionnaire, mais j'étais trop tôt en fait dans la danse et du coup il s'est rien passé pendant 2 3 ans, jusqu'à, bah, évidemment 2020 où ça a explosé et tout le monde en a parlé et tout le monde a trouvé que c'était intéressant et je pense que le métavers, c'est un peu tôt encore. C'est encore un domaine incompris, où il y a encore beaucoup d'évolutions technologiques à avoir, mais je pense, que dans quelques années, c'est un domaine qui va aussi, prendre violemment le jour, on va dire. Je pense que c'est encore trop abstrait, trop de gens n'ont pas envie de s'y intéresser ou s'y intéressent mais sans plus. Mais, ça aussi, je pense que c'est un domaine qui est voué à l'expansion. Alors c'est peut-être un peu, voilà, fantaisiste, hein, de ma part, Ouais, mais mais moi, c'est ma vision. je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. À la fois les options, je suis persuadé que ça aura de l'avenir, tout comme à l'époque où, par exemple, sur les cryptos, on n'avait pas encore les contrats futurs. Le Tout margin à fait. n'était disponible que sur Kraken, sur deux trois cryptos. On pouvait juste faire du margin sur du Bitcoin, de l'Ether. Mmh. Et le trading, enfin le trading actif, on va dire, avec le levier, paraissait tellement lointain et les gens se disaient, mais non, mais les gens dans les cryptos n'attaquons pas ça. Aujourd'hui, ça paraît limite évident. J'ai l'impression que tout le monde trade, tout le monde met du levier, tout le monde fait du contrat futur. Et il y avait Bien exactement sûr. la même chose aussi avec la DeFi. La DeFi, en 2017 et 2018, personne n'en entendait parler. C'était vraiment sous les radars. Et les gens disaient, Mmh. mais c'est trop
compliqué. Moi, je me souviens, par exemple, au niveau des DEX, tout le monde disait: «Non, mais les DEX, ça marchera jamais. Les DEX, c'est beaucoup trop compliqué. Tout le monde va utiliser les exchanges centralisés parce que c'est plus simple. Les Mmh. DEX, les gens ne savent pas ce que c'est un portefeuille, utiliser MetaMask». Aujourd'hui, j'ai l'impression, surtout avec la BSC, tout le monde sait ce que c'est un DEX. Enfin, tout le monde. Beaucoup de gens savent ce que c'est un DEX. Beaucoup de gens l'utilisent également. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc, je pense que ce que tu dis sur le métaverse et les options, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, c'est tout nouveau. Ça paraît compliqué, tout comme c'était le cas avant avec les NFT, avec la DeFi. Mais leur temps viendra et dans les années à venir, j'ai pas vraiment de doute sur le fait que ce seront des secteurs qui seront clairement prometteurs. Alors, prochaine question, c'est par rapport aux crypto-monnaies. Donc là, on a parlé des blockchains, des secteurs, et là, on va encore plus dans le détail. Les crypto-monnaies qui ont du potentiel, est-ce que toi, tu as une méthode, une technique? Est-ce que tu as réussi, par exemple, les années précédentes, à repérer des crypto-monnaies qui ont bien explosé? Et si oui, qu'est-ce que tu regardes en priorité? Est-ce que tu regardes l'équipe, tu regardes le marketing, tu regardes quoi pour déterminer qu'une crypto-monnaie, qu'un projet a du potentiel? Alors, on va dire que, sincèrement, mon plus gros coup, ça a été sur le FTT, parce que finalement, j'ai compris la puissance du produit au moment où il est sorti. Donc quand je me rappelle en 2018, il venait juste de sortir l'exchange, j'avais même peur de mettre mes fonds dessus. Je me disais: «C'est quoi ce nouveau truc?» Finalement, bah, le fait, comme tu dis, d'avoir des contrats, perpétuels sur tous les coins, c'était, révolutionnaire à cette époque. C'était fait de façon super, optimale. Et après j'ai fait des recherches sur SBF, sur le patron, voilà. Et du coup, je me suis intéressé à lui et voilà, je me suis dit: «J'y mets des sous, et je laisse voir comment ça se passe». Et c'est un des seuls coins que j'ai pas, pleinement vendu pendant le bull run, après le bull run. Donc en gros, moi, ce dont j'ai besoin pour investir, c'est de comprendre le produit. J'ai vraiment besoin de comprendre la concurrence, comprendre qu'est-ce qui existe, comprendre, qui l'a produit, hein, le CEO, tout ça. J'ai besoin de connaître tous ces éléments pour derrière me faire une vraie opinion. C'est comme ça que j'ai de la conviction. Je peux pas me placer sur un truc que je comprends pas. C'est pour ça que, par exemple, en DeFi et cetera, ou dans d'autres domaines, bien que j'ai fait des trades intéressants, des swings intéressants, j'ai pas, j'ai fait des beaux coups, bien sûr, mais pour vraiment réellement avoir cette conviction de rester, sur du fois, 1000, hein, parce que je crois que j'en avais acheté à 2 à un moment donné, il est quand même monté beaucoup. Pour rester, on va dire, sur ce genre de conviction, j'ai besoin de vraiment connaître, les intervenants, ça c'est sûr, et qui produit le coin. Je me suis tellement fait avoir, on va dire, dans mon chemin d'investisseur sur des projets où j'ai pensé que c'était bien et que derrière, vu que j'avais pas de connaissances, assez poussées sur le produit, bah, finalement, bah, ça a mal fini. Et donc là, tu as cité l'un des projets qui pour toi est super intéressant, c'est le FTT. Est-ce que tu aurais 2-3 autres crypto-monnaies qui feraient partie de ton top 3 de projets préférés? Alors, c'est évidemment un peu difficile de n'en choisir que 3. Mais par exemple, c'est vrai que là, je suis en train de miser pas mal sur le DETO, qui est l'exchange de Delta, leur coin. Alors évidemment, est-ce que je suis biaisé par ma bonne expérience qui s'est passée avec le FTT? Donc c'est un peu le même principe que j'applique, hein, un produit, innovateur, qui fonctionne, qui a, bien la place d'évoluer. Donc c'est un peu, on va dire, mon low cap, sur lequel je suis prêt à prendre un risque, hein, évidemment, hein, comme tout le cap, je suis prêt à tout perdre. Mais voilà, c'est un peu le coin où, j'ai, on va dire, mes critères pour pouvoir éventuellement me placer dessus et tenir la barre, hein, on va dire, parce que c'est être investisseur, c'est pas, voilà, c'est pas que ça monte tout le temps. C'est évidemment, être capable de tenir très longtemps, jusqu'à qu'un jour peut-être, le coin se réveille. Et en tout cas, c'est mon objectif. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'objectif de développement du coin et j'ai pas un objectif précis, sur cet investissement en tout cas. Ça marche. Alors ça, c'est la deuxième. Alors il m'en manque une du coup, et on va être très conservateur sur la troisième, en choisissant, Ethereum. Dans le sens où je pense qu'Ethereum, un jour, aura sa aura son heure de gloire et beaucoup en parlent. Alors du flippening, hein, de Ethereum, qui dépasse, le Bitcoin.
Ça, je sais pas si c'est réaliste, mais je pense que, voilà, je pense qu'il a pas fini, forcément de nous en faire voir, hein, de ce qu'il a, réellement à nous montrer. Donc je donne pas de target ou autre, hein, parce que je déteste donner ces targets qui derrière servent de d'opium, pour les auditeurs. Mais je pense que, par rapport à ce que Ethereum, propose et par rapport à leurs innovations, hem, je pense qu'il a de fortes chances, un jour de voir, des jolis sommets. OK, ça marche. Bah, écoute, on a fait le tour des 3 parties, que je voulais aborder dans cette interview. Donc je te remercie d'avoir répondu aux différentes questions par rapport à la méthode d'investissement. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, j'envoie sur le chat, ça sera disponible en replay. Donc on va essayer d'uploader ça le plus vite possible sur YouTube, probablement, dans la soirée. Donc méthode d'investissement, le capitaine nous en a parlé. Je vous laisserai regarder ça en replay. Les options également et enfin blockchain et projets. Alors maintenant on va attaquer, on va dire l'outro, la dernière partie. De manière générale, sur les cryptos, est-ce que toi, tu as des personnalités que tu suis, soit sur YouTube, soit sur Twitter ou ailleurs, et que tu conseilles à l'auditoire de suivre également parce que c'est des gens qui sont pertinents, qui donnent des bons conseils ou bien qui sont vraiment experts dans leur domaine? Alors, je pense que je vais, conseiller quelqu'un de ta maison, Sam et du coup, je pense quelqu'un, de très intéressant, pour tout ce qui est, suivi de projet et cetera et j'avais eu le plaisir de le rencontrer, à l'événement Solana et j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était, du coup extrêmement réfléchi et du coup, je pense que pour tout ce qui est investissement et recherche, c'est la bonne personne, à suivre en FR. Et est-ce que par exemple sur, Twitter ou, enfin même dans le marché anglophone, est-ce qu'il y a des gens que tu suis, pas forcément des gens que tu suis tous les jours, mais des gens que tu suis, peut-être qui postent une fois par mois, une fois par semaine, peu importe, où vraiment tu as appris, beaucoup d'eux, et qui te paraissent vraiment, calés dans le domaine? Alors oui, oui, je pense que là, je pensais que tu me parlais vraiment en termes de FR. En termes d'anglophones, ouais, il y a pas mal de gens que j'aime bien, dont j'ai appris des choses. Par exemple, Alcon Psycho, lui, c'est, voilà, un gros compte Twitter qui postait un peu option aussi, et qui pas grand-chose, hein. De temps en temps, il y a des tweets plus intéressants que d'autres, mais, il fait partie, par exemple, des gens, que j'ai écoutés, en tout cas, que j'ai aimé lire. Quoi d'autre aussi? Quel autre, acteur, je peux chercher comme ça rapidement? J'ai beaucoup aimé, comment s'appelle-t-il? Salsa Tequila, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc qui est un scalper. Il avait gagné, la compétition, Bybit, il y a quelques années. Lui, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, dans le sens où il est, très dévoué, il est très technique, bon, il pose pas grand-chose qui va vous apporter, on va dire de gros gains, mais voilà, c'est une personnalité intéressante, très jeune et moi Comment ça me tu, motive. comment tu l'écris? Alors le premier er Alcon Psycho, je viens de le trouver donc sur, Twitter. Le Mmh. deuxième, comment il s'appelle pardon? Satekila? Salsa, salsa, Ah Salsa, salsa, d'accord. salsa tequila. Salsa Tequila, d'accord, ça marche. J'ai trouvé. OK, OK, merci, bah, pour ces suggestions. Alors maintenant te concernant, sur quelles raisons on peut te retrouver? On avait parlé tout à l'heure de ta chaîne YouTube, donc on la mettra en description de cette vidéo pour ceux qui veulent aller, s'abonner, regarder tes vidéos. Il y a justement pas plus tard qu'hier, une interview que tu as postée, de Delta Exchange, du CEO de Delta Exchange. Donc pour ceux qui, s'intéressent justement aux options, on parle depuis tout à l'heure de Delta Exchange. Une interview a été postée hier sur la chaîne du Captain. Est-ce que tu es également présent sur d'autres réseaux? Alors on peut évidemment me retrouver, sur Twitter, j'apprécie beaucoup Twitter. Je sais pas, c'est un peu mon journal, j'aime bien m'exprimer dessus, je trouve ça intéressant. On peut me retrouver, sur Facebook aussi, hein. Bon, j'y parle pas beaucoup, mais j'ai un groupe, où il y a beaucoup, beaucoup de monde quand même. Et évidemment sur Discord, où je suis très actif, avec le reste de la communauté. OK, ça marche, donc on mettra donc tous les Une chose importante aussi à préciser, j'ai aussi un site internet aussi, captain,
trading.com et là aussi, vous allez trouver beaucoup, 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 beaucoup de contenu, concernant le trading, l'investissement, les options, des vidéos, des articles et du coup, je pense que, si, vous ne connaissez pas ce site encore, vous allez y découvrir une petite mine d'or. Ça marche. Bah, de toute façon, on mettra tous les liens, dans la description. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous, scrollez un petit peu en bas et vous, trouverez, tout ça. Par rapport à 2022, quels sont déjà toi tes projets personnels? Alors tout à l'heure tu t'es présenté, hein, tu nous as dit que, donc tu es dans les cryptos maintenant depuis un petit moment, tu es à fond, dans le trading, dans l'investissement. Est-ce que tu as d'autres projets, personnels, que tu souhaites, partager publiquement pour 2022? Est-ce que tu veux rester à fond dans les cryptos? Est-ce que la finance traditionnelle t'intéresse? Est-ce que l'immobilier t'intéresse? Est-ce que tu as d'autres projets à la fois personnels, mais également par rapport à Captain Trading? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire, cette année et les années suivantes? Alors, je pense que, finalement, j'ai des performances qui sont, très bonnes et je pense que du coup, ça serait, intéressant ou en tout cas, c'est un objectif, je sais pas, si c'est réaliste ou pas, mais j'aimerais bien ouvrir un fonds. C'est quelque chose que je suis en train de réfléchir, de mettre en place, de regarder juridiquement les possibilités, les différentes alternatives qui s'offrent à moi, et ça serait vraiment, on va dire, quelque chose qui compléterait un peu, ce que je suis en train de faire actuellement. Donc pour Captain Trading, c'est pareil, donc je pense que ça serait un fonds aussi qui serait peut-être associé, du coup à notre enseigne. Et voilà et sinon continuer d'éduquer un maximum, les gens, sur le trading, les, options en général. En fait, mon objectif, c'est vraiment voilà, d'offrir du contenu accessible et que les gens s'éduquent aussi. Parce qu'il y en a marre aussi voilà, de penser que, c'est fait pour les autres et c'est pas fait pour nous. Je pense que si on a les bons référents, c'est tout à fait accessible à tout le monde, que de s'intéresser à ce domaine-là, que ça soit en crypto, en investissement ou en trading en général. C'est plus un domaine comme à l'époque, hein, où on avait les formations aux States à 20 000 € à 20 000 $ pour être trader. Non, maintenant, c'est quelque chose d'accessible où tout le monde devrait un peu toucher à ce domaine. C'est ça, alors encore faut-il qu'on persévère. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malheureusement, bah, beaucoup abandonnent trop tôt et après, bah, remettent la faute sur les autres, mais en persévérant, évidemment, on peut et on doit réussir. Bon, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir accepté à nouveau mon interview aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes les questions. On arrive pile sur le format d'1 heure et demie de cette interview, donc bah, je te remercie vraiment. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as une citation préférée à partager? Alors, il y en a une qui me vient tout le temps à l'esprit, qui me parle tout le temps. C'est, «Soyez avide quand tout le monde est peureux et quand tout le monde est euphorique, soyez peureux». Donc malheureusement, la traduction, FR n'est pas si sexy que le dicton en anglais, mais en gros, voilà, faut, quand tout le monde est en période d'euphorie et que, les gens sont incontrôlables, il faut être prêt à, se méfier et réellement essayer voilà, de s'écarter de cette euphorie générale pour, derrière être, voilà, être, les pieds sur terre. Parce que malheureusement, c'est quand cette, prise d'euphorie, complète, qui s'empare, hein, de la majorité des individus, c'est là où, généralement viennent, les plus grosses punitions. Donc c'est cette phrase, elle me parle tout le temps et je l'emploie tout le temps, en fait. Ça marche. Bah, merci beaucoup encore une fois, d'être, intervenu aujourd'hui. On te retrouve donc sur ta chaîne YouTube, ton Twitter, ton Discord. Je te souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt. Bonsoir à tous.